Bonsoir à tous, merci de me faire l'honneur de finir cette belle journée avec moi. On remercie les sponsors, hein, c'est le slide de remerciements. Je ne vais pas m'étendre. Deux petits mots sur Inetum, c'est notre page de pub. On a 6 sessions, là c'est la dernière de la journée, demain. Surtout ne manquez pas les autres. Toujours beaucoup de qualité, en tout cas on espère. On aura des petits points à la sortie, j'espère qu'ils seront positifs. Très rapidement, je me présente, moi je suis Jean-Paul Muller, donc je suis ce qu'on appelle le Global Practice Manager pour le groupe Inetum dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, l'important c'est qu'on est ce soir, on va essayer de discuter un peu sur l'IA et l'agilité. Je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste de l'agilité, mais j'ai un peu la prétention d'être plutôt pas mal en IA. Et on va s'apercevoir qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à utiliser en termes de concepts, en termes d'idées issues de l'agilité pour essayer de régler les problèmes des projets qui intègrent des sujets d'intelligence artificielle. Avant de commencer, juste par main levée, qui a déjà participer à la mise en œuvre d'un projet intégrant de l'intelligence artificielle? Ok. Et qui a déjà dirigé un projet qui intégrait de l'intelligence artificielle? Ok. Bon, donc c'est bien. Je vais faire un petit peu de pédagogie, un petit peu de retour sur finalement un peu les fondamentaux et revenir. Donc je pense que ça pourra servir à pas mal d'entre vous. C'est quoi l'IA? On pourrait passer les 3 quarts d'heure sur le sujet. Essayer de donner une réponse assez simple. On a toujours connu en informatique ou dans le numérique un principe assez simple de j'exprime un besoin, je mets une spécification, je vais mettre des règles de gestion en place, et puis je vais pouvoir coder ces règles de gestion, et j'aurai une application qui me permettra d'avoir des choses qui vont se passer. Je mets une entrée, il se passe quelque chose, j'appuie sur un bouton, ça ouvre une fenêtre, je fais une requête, ça me ramène de la data, etc. etc. C'est une approche qu'on a l'habitude d'appeler déterministe quand on fait de l'IA. Le principe de l'IA, ça bouleverse un peu ce paradigme du je fais de l'aspect, je développe ce qui est prévu et puis j'ai quelque chose qui marche à la fin. C'est qu'on va changer la manière de faire, on va prendre des algorithmes, des choses déjà programmées. Ces algorithmes ont une capacité un petit peu spéciale, c'est qu'ils ont la capacité d'apprendre. Alors apprendre, c'est tout relatif. En tout cas, ils ont la capacité d'avoir un cycle d'apprentissage quand même, qui s'apparente à de l'apprentissage. Et donc, ça veut dire qu'on va leur donner de la data en exemple qui porte finalement les règles de gestion que l'on veut faire après à la machine, mais sans les spécifier. C'est la donnée qui porte les règles de gestion. Et on ne va pas expliquer à la machine ce qu'on veut, on va lui donner des exemples par l'intermédiaire de données. Et ces algorithmes d'intelligence artificielle, par le cycle d'apprentissage, vont pouvoir être entraînés et donner un modèle finalement capable de reproduire ce qu'on lui a déjà montré par l'intermédiaire des datas. Et en fait, ce modèle va, sur une nouvelle entrée qu'il n'a jamais vue, redonner des nouvelles informations. Alors, à quoi ça sert globalement? Ça sert à pas mal de choses. Ça sert à prédire, ça sert à reconnaître, ça sert à détecter des choses, ça sert à corréler, ça sert à faire des segmentations automatiques, ça sert aujourd'hui à créer même de la nouvelle donnée, ça sert à beaucoup de choses. Mais le principe est toujours le même. On prend de la data existante, on a des modèles qui sont déjà avec une structure, on les entraîne, et ça nous donne des modèles qui savent faire des choses après. Alors une fois qu'on s'est dit ça, en fait, la problématique de l'IA, c'est, en résumé, je reprends le sujet, et pour finir sur la partie intelligence, c'est le fait d'utiliser de la data comme base d'apprentissage en vue de faire reproduire une action par la suite. Mais quand on prend en fait les vrais critères de l'intelligence, qui sont la mémoire, l'abstraction, l'arithmétique, la capacité de créer des outils, faire des planifications et surtout l'introspection, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle, en tout cas à date, n'est vraiment, clairement pas intelligente. On est très très loin d'avoir ces critères aujourd'hui remplis. On a juste des capacités, on va dire, de reproduction, d'actions très simples qui sont effectivement du type planification, prédiction, et en fait on regarde le passé pour prédire le futur, on apprend à une machine à détecter des choses qu'elle aura sans lui décrire de règles de gestion, encore une fois, etc., etc. Mais finalement,
On n'est pas sur des IA qui sont très intelligentes et on est très très loin aujourd'hui d'en avoir. Cela dit, ça permet de faire beaucoup de choses qui sont nouvelles et qui n'étaient pas possibles encore avant. On a globalement 2 cas de figure quand on veut faire un projet qui intègre de l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, enfin, en tout cas, il y en a 2. Le premier, c'est ce que moi j'appelle le prêt-à-porter. Prêt-à-porter, c'est finalement, je peux consommer, j'ai le droit, je peux, et je peux le faire, et en plus, ça va bien parce que je peux consommer quelque chose qui est déjà entraîné. Un service sur étagère, un service cognitif, un produit qui intégrerait déjà de l'IA, et en fait, mon besoin, il correspond pile poil en fait, à l'usage de ce qui est disponible sur l'étagère. Alors ça, c'est typiquement, sans parler de projet, mais c'est ce qu'on fait tous les jours quand on va sur Google Trad et qu'on fait de la traduction en fait, automatique. Derrière, il y a une IA, et puis c'est une boîte noire. On ne sait pas du tout comment a été entraînée cette IA, on ne sait pas avec quoi elle a été entraînée, on ne sait pas comment elle est en entraînement continu, mais peu importe, parce que c'est très pratique, on peut traduire quelque chose d'une langue dans une autre. Ça pose aussi le sujet de la validation, sur lequel on reviendra. Quand on utilise ce genre de produits, de services sur étagère, on n'a pas trop le moyen de savoir si finalement les résultats ils sont bons. On est obligé de lui faire parfaitement confiance. Moi, si j'ai envie d'écrire à mes collègues polonais, je ne parle pas du tout le polonais, je vais écrire un truc en français, je vais utiliser un service de traduction, le système va me donner une phrase, et puis je vais le copier-coller dans mon mail, et puis j'espère que le résultat est bon, parce que j'ai aucun moyen de vérifier que ça soit bon. Donc je fais confiance. Puis un autre truc aussi, c'est qu'il faut faire attention sur ce genre d'approche, c'est en fait les problématiques de budget, parce qu'en fait on est sur de la consommation, sur des services tiers, et puis bon, voilà, donc à faire attention. On oppose à cette approche de consommation d'un service déjà entraîné la création. C'est sur ce sujet-là qu'on va se focaliser aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais devoir être sur une approche sur mesure. Il n'existe pas, ou je ne peux pas, je n'ai pas le droit, d'utiliser des services cognitifs sur étagère qui seraient déjà pré-entraînés, parce que en fait, mon cas d'utilisation ne correspond à rien d'existant. Il est très spécifique, et il a des données peut-être très spécifiques, et donc je vais être obligé de faire un projet dans lequel je vais devoir entraîner une IA. Et c'est sur ce sujet-là qu'on va focaliser aujourd'hui, puisque finalement, consommer une API, ça rentre dans un cycle de développement assez classique, et il n'y a pas trop de problème à partir du moment où on s'assoit sur le fait qu'on veuille savoir comment ça fonctionne derrière la boîte noire. Sur le sur-mesure, c'est donc un petit peu plus compliqué. Quand on regarde un peu les composants d'un projet qui embarque une IA sur mesure, il y a évidemment ce qu'on appelle les modèles. Les modèles, c'est le cœur de l'intelligence artificielle. C'est ce fameux modèle qu'on va nourrir avec de la data et qui va, grâce à l'apprentissage, pouvoir faire des choses par lui-même, après, avec des data qu'il n'a jamais vues. Mais en fait, que je l'ai cité déjà 3 ou 4 fois data, et vous l'aurez compris, si on veut faire même avec une idée volumique, en plus on va dire de l'importance de ces composants dans un projet d'IA, la data est extrêmement prégnante. Ça, c'est le sujet numéro 1, et on reviendra d'ailleurs sur la problématique de la data derrière. Mais ce n'est pas tout, c'est qu'en fait, ces 2 éléments-là permettent de faire un modèle. Et en fait, un modèle, ça ne sert à rien en général. Tout ça est englobé dans une application classique. C'est donc un process d'une application qui va venir appeler à un moment ce modèle d'IA et qui va l'embarquer. Et tout ça doit être hébergé sur une plateforme. Donc, quand on fait de l'IA, il ne faut pas oublier que finalement, l'IA en tant que telle, c'est qu'une toute petite partie du développement. Et que même si cette partie est toute petite, elle va nous poser pas mal de soucis en termes d'incertitude. Alors, on va revenir dessus. Donc, si on fait maintenant justement le focus sur les problèmes qui sont liés à la mise en œuvre d'un projet d'IA. Ces incertitudes, elles sont à plusieurs niveaux. On l'a vu, en premier lieu, pas de data, pas d'IA. Ça, c'est certain.
toute la data, tout le cœur du sujet est lié à la data. D'ailleurs, l'IA n'a pas de biais. On parle souvent des biais de l'IA. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de biais. Le biais vient de la data avec laquelle on a entraîné un modèle. Le modèle, c'est une vision très mathématique des choses qui ne peut pas avoir de biais. Par contre, la data avec laquelle on va l'entraîner, elle va poser potentiellement des soucis. Si on regarde un petit peu, justement, les incertitudes qui sont liées aux données, on va avoir, le premier sujet, c'est le volume. Donc en fait, est-ce que j'en ai assez? Ça, c'est le premier sujet, c'est quand je dois entraîner un modèle, c'est comme, finalement, j'en prends toujours le parallèle de l'entraînement et de l'éducation. Un modèle, c'est finalement comme un enfant. On a un jeune enfant dans les bras, on va lui montrer les choses qui l'entourent pour qu'il apprenne des choses du monde dans lequel il est. Et par exemple, si on a un enfant dans les bras, on ne va pas, sur la chaise longue, là, on ne va pas lui expliquer ce que c'est une chaise longue. On va pas lui dire, voilà, c'est un objet sur lequel il y a un dossier, et puis il est un peu plus grande que les autres chaises. C'est pour ça qu'on l'appelle longue. Elle peut bouger parce qu'on peut s'allonger dessus. Donc, exprimer l'ensemble des règles de gestion qui permettraient à l'enfant de reconnaître explicitement et à chaque fois une chaise longue, ce sera assez compliqué. D'ailleurs, je ferai toujours l'exercice, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le faire en vrai, mais si je vous disais, allez, faisons un exercice, on prend 10 minutes, on prend un post-it, et puis vous m'écrivez l'exhaustivité des règles de gestion qui permettraient de reconnaître un chat sur une photo. Et en fait, il va y avoir un tronc commun, c'est certain, mais il va y avoir des tas vous allez penser à certaines caractéristiques de l'objet chat qui vous êtes propres par rapport à peut-être votre passé, les chats que vous avez eus à la maison, les chats que vous avez vus, etc. Et donc, il y aura le tronc commun et puis des règles de gestion très spécifiques à chacun. Et malheureusement, si on intégrait l'ensemble des règles de gestion dans un programme informatique, il est très probable qu'il y aurait des tas de cas où il y aurait des chats qui ne seraient pas reconnus, même si on était certain qu'on ait bien mis toutes les règles de gestion qui étaient nécessaires pour reconnaître le chat. Le problème, puisqu'on ne fait plus de règles de gestion avec des sujets d'IA, puisque la data remplace ce principe, la grande question, c'est est-ce que j'ai assez de données suffisamment en volume pour que mon IA puisse faire ce que je vais lui faire faire. C'est-à-dire, est-ce que j'ai assez de données pour qu'il me fasse des bonnes prédictions? Est-ce que j'ai assez de données et de photos de chats pour lui donner des exemples qui permettra à mon IA de reconnaître un chat à tous les coups? Et ça, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, c'est assez compliqué d'avoir une vision par rapport, ça dépend des contextes, ça dépend des types de data, ça dépend de beaucoup de choses. Et globalement, on dit que plus on en a, mieux on se porte. Mais il y a des cas où ce n'est pas forcément le mieux. Le deuxième sujet, évidemment, par rapport à la data, c'est la vérité. Il faut qu'évidemment, la data que vous donniez à votre IA, elle soit non seulement, elle soit en volume, mais qu'elle soit vraiment vraie. On a vu, en fait, des cas assez emblématiques de problématiques de vérité. J'en ai sorti un là pour vous illustrer le propos. En fait, quand Apple, ça ne s'est pas trop su, mais quand Apple a sorti son Apple Card en 2019, ils ont utilisé, la banque qui était derrière, a utilisé des algorithmes d'IA pour faire les prédictions de seuil de crédit. Alors, en fait, aux États-Unis, les cartes bancaires, c'est des vraies cartes de crédit. Il y a un crédit qui est attaché à la carte. Et donc, il y a un seuil à partir du moment où on ne peut plus dépasser la dépense sur cette carte. Et c'est avéré que, sur les comptes joints de l'Apple Card, des comptes joints vraiment entre monsieur et madame, le seuil des crédits de madame était 20 fois plus bas, 20 fois plus, c'est pas rien, 20 fois plus bas que ceux attribués à monsieur. Scandale, etc., etc. Scandale, je ne sais pas, qui a entendu parler de ce problème? Ouais, une ou deux personnes. Ils ont quand même pas mal étouffé l'affaire. Ils ont dit, ouais, c'est pas moi, c'est la banque. Et la banque a dit, c'est pas moi, c'est l'IA. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, c'est très simple. Le volume, les data scientists, je ne veux pas les accuser, mais c'est un truc assez classique. Ils ont dit, il faut qu'on prenne plein de data pour avoir les meilleurs algorithmes possibles. Donc, ils sont allés creuser
très très loin dans les historiques de toutes les datas qu'ils avaient sur les attributions de cartes de crédit pour pouvoir dire, bah voilà, donne-moi en fonction de contexte. Je ne veux pas faire de règles de gestion qui diraient si l'homme habite dans une région de machin ou dans la ville bidule et que la femme a un travail de plus de X mois dans une boîte qui a plus de X milliers de salariés. Voilà, ils ne veulent pas rentrer là-dedans. Ils ont tout un tas d'historiques avec lesquels ça a bien marché. Et il demande à l'IA, écoute, voilà un nouveau dossier. Allez, va me chercher la similitude qu'il y a avec des dossiers que tu as déjà vus et propose-moi par rapport à ce qui était dans le passé, les lignes de crédit qu'on avait attribuées et qui n'avaient pas posé de problème. Ils sont descendus tellement loin dans l'historique qu'ils sont arrivés à un moment où il était classique, normal, c'était comme ça. Alors, c'est plus vraiment d'actualité, c'est choquant aujourd'hui, mais ça ne l'était pas il y a quelques années, où effectivement, aux États-Unis, sur certaines banques, la femme avait des lignes de crédit plus basses que l'homme. Donc là, il y a un problème de volume, finalement contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on a cherché trop de data, et en plus, il y a un problème de vérité, puisque la data qu'on utilise ne porte plus la vérité. Ce n'est plus vrai d'utiliser cette data-là. Donc, super important de faire attention à la vérité. Le gros sujet, évidemment aussi, c'est la représentativité et donc la diversité qui est liée à la data. Il y a eu d'autres scandales, là vous en avez probablement entendu parler, sur les premières reconnaissances spatiales, il y a 4-5 ans, des modèles qui étaient nettement plus performants avec des personnes blanches que des personnes de couleur ou d'autres races. Bah, tout bêtement, ce n'est pas un problème d'algorithme, ce n'est pas un problème de capacité de l'IA, c'est un problème de dataset d'entraînement. Les gens chez Microsoft, chez IBM ou chez Google, tout le monde y est passé. Tout le monde y est passé. Ils ont pris les datasets qu'ils avaient sous la main. Et puis les datasets qu'ils avaient sous la main, c'était probablement, ils sont allés voir la RH et dit tiens, file-moi toutes les photos des gens qui sont dans la boîte, et puis j'entraîne des modèles avec les photos, et puis comme ça j'ai un modèle de reconnaissance des visages. Sauf que il y a un problème de diversité, peut-être RH chez Google, j'en sais rien. En tout cas, le dataset qui a été utilisé était clairement pas équilibré. Et donc, il y manquait beaucoup de personnes de races noires, asiatiques, etc. Et donc, l'IA, elle n'avait pas été entraînée à reconnaître ces personnes-là, à reconnaître les features qui caractérisent ces visages, et donc ne reconnaissait juste pas ces personnes-là en tant que personnes, en tant que visage humain. Les IA génératrices, c'est un peu le même sujet. Là, vous avez un exemple de ce qu'on appelle la super resolution. La super resolution, c'est la capacité d'une IA, comme dans les films, vous savez, ça existe. Regarde, il y a une photo d'une vidéo de surveillance, mais on ne voit pas bien la plaque d'immatriculation. Attends, je clique sur le bouton magique qui me permet de savoir exactement qui c'est. Eh bien, c'est presque ça. On a des IA maintenant qui permettent de régénérer ce que serait l'image haute définition avec une image basse définition. Au-delà du fait que je trouve ça assez incroyable qu'on arrive à reconnaître Barack Obama sur une image hyper pixelisée, l'IA, qui est génératrice, va générer un homme blanc. Parce qu'en fait, il y a un problème de dataset, il n'y a pas eu assez de diversité, etc. Donc, c'est hyper important, quand on a les datasets à créer, de faire attention à ces éléments, entre volume, vérité, diversité, représentativité. Puis il y a d'autres éléments, comme l'environnement de capture, extrêmement important. On peut difficilement travailler en prototypage ou en POC ou en labo quand on fait de l'IA et qu'on récupère de la data, parce que si ce n'est pas la vraie data de prod, alors ça veut dire qu'on entraînera des IA qui ne fonctionneront pas quand on les mettra en prod. C'est le moment aussi de se poser un petit peu les sujets d'éthique. D'où vient la data, dans quelles conditions elle a été récupérée, si on n'est pas en plein milieu d'avoir un sujet de RGPD ou de RGPD indirect, etc. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Je vous mets juste les thèmes. En tout cas, grosse incertitude dans le projet. Il faut de la data. Et puis, la data qu'on va avoir sous la main, finalement, on ne sait pas trop si elle va être vraiment de bonne qualité pour pouvoir entraîner une IA de bonne qualité. Deuxième gros sujet, vous l'avez vu, le petit rond rouge, pas de modèle, pas d'IA. Bon, ça c'est évidemment, puisque c'est le modèle mathématique, c'est des modèles mathématiques qui sont le cœur en fait, du moteur des IA. Alors, il y a des incertitudes sur les algorithmes. C'est le premier en premier lieu. C'est que je suis face à un cas
sur lesquels je vais devoir faire un projet sur mesure. Mais lequel algorithme choisir? Il y a des milliers d'algorithmes qui existent, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Il y a des grandes catégories, il y a des algorithmes qui font que des détections, il y a des algorithmes qui font du tracking, des algorithmes qui font de la création. Et à l'intérieur de ces grandes familles, il y a des centaines et des centaines de modèles qui existent, produits par le monde académique, par les laboratoires, des grands du numérique, par des laboratoires de sociétés auxquels on s'attend un peu moins. Aujourd'hui, Nvidia est connu pour faire des cartes graphiques, mais en fait, ils ont un laboratoire de recherche hyper actif en termes de création de nouveaux modèles de plus en plus incroyables. Meta, en ce moment, est en train de sortir, mais toutes les semaines, ils sortent des laboratoires, des papiers scientifiques plus incroyables les uns que les autres, liés évidemment au métavers, et donc à tout ce qui est la gestion des avatars, etc., qui utilisent de l'IA pour faire tout ça. La grande question, quand le data scientist est devant un cas de prédiction, de panne sur un type de machine dans une industrie, lequel il va prendre, lequel va être, pour ce sujet-là, lequel va donner les meilleurs résultats. Alors, à l'idéal, il faudrait en tester plein, d'ailleurs c'est un peu ce qu'il fait. Et puis après, il y a le système dans l'entraînement. Un entraînement, finalement, quand est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que si jamais on rajoute un cycle d'entraînement, on va peut-être gratter encore un peu d'accuracy? Est-ce que ça vaut le coup, etc. Et puis il y a le sujet du transfert, ce qu'on appelle le transfer learning. On va pouvoir partir, pas de zéro, mais à partir de modèles pré-entraînés, mais lesquels? Lequel modèle pré-entraîné avec quel type de data me donnera le meilleur résultat dans le cas que je suis en train auquel je fais face? Et alors ça, on pourrait se dire, c'est pas très grave, il n'y a qu'à faire des essais. Le problème, c'est que les essais, ça coûte du temps. Et puis, l'air de rien, en termes de projet, ça coûte pas mal de XPU, alors du CPU ou du GPU surtout, mais c'est du temps machine, parce que les entraînements coûtent en général beaucoup de temps machine. Alors, au-delà de la problématique budgétaire et de la projection, quand on est en train de faire un projet, et de retourner voir le client en disant en fait, on a été obligé de refaire 3-4 itérations, et puis voilà, ça coûte de temps en machine. Il y a aussi un tout petit peu d'impact, et donc un peu d'éco-responsabilité et d'éco-conception maintenant qu'il faut qu'on prenne en compte. Et donc, il est hyper important d'être le plus efficace, le plus efficient possible sur la création, la définition de la stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais prendre comme modèle, et comment je vais les entraîner. Et puis troisième gros sujet, qui est très delivery, et qui est un vrai gros problème quand on fait de l'IA. Pas de recette, pas de projet. Comment on fait pour recetter un modèle? Et ça, c'est un gros sujet. Ceux qui ont déjà eu affaire à des problématiques d'implémentation d'IA, on n'est jamais super à l'aise. La qualité de la validation, on ne peut pas juste, comme un système déterministe, avoir la liste des features, la liste des user stories, etc., et puis de dire en face, mais on met des tests, une série de tests, on a des datasets de tests, et puis on sait que si on appuie là, ça donnera ça, si on rentre 12, il faudra que ça donne 15, etc., parce que on a toutes les règles de gestion. Là, on n'a pas ça. Si on reprend l'exemple du chat ou de la chaise, j'entraîne un modèle qui sait reconnaître des chaises longues et qui sait différencier les chaises longues des fauteuils. J'ai fait un gros dataset de chaises longues, j'ai fait un gros dataset de chaises pas longues, et mon système, il sait reconnaître pile poil parfaitement sur le dataset d'entraînement. Il est bon sur le dataset d'entraînement. Est-ce qu'il n'aurait pas appris par cœur le dataset d'entraînement? Qu'est-ce qui va se passer si je vais lui montrer une nouvelle chaise longue qu'il n'a jamais vue? C'est le principe de créer des datasets de tests, de recettes. Et c'est uniquement par rapport à ce dataset-là, ce qu'il contient, qu'on va prendre la décision de dire oui, c'est bon, j'ai une IA qui sait reconnaître des chaises longues. Bon, sur les chaises longues, ce n'est pas très grave à la limite, mais si on est sur un diagnostic d'une maladie grave, à partir de quand on décide que l'IA, elle va être utilisable? Le sujet de la recette, c'est un gros sujet. Et il y a d'autres problématiques sur les sujets de recettes, c'est les conditions de validation. Elles sont parfois compliquées à mettre en œuvre. Prenons un exemple encore de détection d'une anomalie sur une chaîne de production. Il n'y a pas encore la caméra sur la chaîne, puisqu'on attend d'avoir des bons résultats au niveau de l'entraînement de l'IA pour se dire, oui, je vais mettre en prod, donc je vais investir sur le changement
de ma chaîne de production. Je vais arrêter ma chaîne, je vais changer ma chaîne, je vais mettre un autre convoyeur, je vais mettre des caméras, je vais faire les machins, les éclairages. Et puis après, je vais mettre un système qui permettra de détecter et de sortir les produits sur lesquels il y a un défaut. En fait, pour faire ça et pour avoir une bonne IA, il faudrait déjà avoir changé toute la chaîne pour avoir les vraies photos des vrais produits dans la vraie vie, pour pouvoir avoir une bonne IA qui soit effectivement bien entraînée avec les bonnes conditions. Et donc là, ça pose un problème. C'est un peu le serpent qui se mord la queue en disant, bah oui, mais d'ailleurs, on va le voir, c'est le sujet du projet global. C'est donne-moi de l'argent pour pouvoir essayer de le faire, mais attends, je te donnerai de l'argent quand je serai sûr que ça marchera. Et puis le dernier point, en fait, c'est ça ne s'arrête jamais. Le problème de la continuité, c'est qu'on doit mettre en place, et comment on s'assure que l'IA qu'on a mis à un moment ou à un autre en prod, en fait, elle va continuer à être correcte dans le temps, à donner des bons résultats. Ce qu'on appelle le continuous training. Ça, c'est pareil, c'est pas très lié à... Il n'y a pas trop de réponses qui proviendraient des sujets d'agilité, mais c'est quand même la problématique de la validation. Alors si on résume, au final, on n'est donc jamais vraiment sûr d'y arriver. Et c'est pas un problème, c'est pas qu'un problème de compétences. Parce qu'on a vu, il y a les datas, donc il faut être certain d'avoir des bonnes datas, il faut être certain d'avoir les bons modèles, il faut être certain de faire un bon apprentissage et de faire une bonne validation, et après seulement on a de l'IA. Seulement lorsqu'on met un peu les responsables de tout ça, ben, ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que prestataire, la data, ce n'est pas moi qui l'ai. Donc je vais devoir quelque part faire avec ce que le client va me donner, et donc son contexte. Et donc c'est assez compliqué de dire, ben, je vais m'engager à avoir des bons résultats sur une data que je ne maîtrise pas. Et d'ailleurs, que la plupart du temps, on n'a même pas forcément au début. Ensuite, la qualité des modèles. Alors, il est de la responsabilité de l'intégrateur de bien connaître les modèles et de connaître le plus de modèles possible pour pouvoir faire la meilleure proposition par rapport au contexte dans lequel cet intégrateur se trouve. Mais au final, si le modèle ne marche pas bien, ce n'est pas de la faute de l'intégrateur, ce n'est pas de la faute de celui qui va l'utiliser, ce n'est pas de la faute du client, c'est la faute de celui qui le fournit. C'est assez compliqué d'aller voir Meta ou d'aller voir Microsoft et d'expliquer que le modèle qu'ils ont mis issu du papier, etc., en fait, il ne marche pas bien. Voilà. Après, le prestataire, lui, il est responsable clairement de l'entraînement de tout ça. Et quelque part du choix et de prévenir très en amont qu'il va peut-être y avoir un problème de data avec ce que le client lui a fourni. Un autre sujet, qui n'est pas du tout le sujet de ce soir, mais sur lequel il y a beaucoup de monde qui s'en préoccupe pas forcément, c'est, mais en plus, à qui appartient tout ça là-dedans ? Parce que le client pense que sa data lui appartient, ce qui n'est pas toujours le cas. Il la donne au prestataire, qui fait un entraînement avec un modèle qui ne lui appartient pas non plus. À qui appartient une formation ? Bref, il y a des gros sujets de traitement de la propriété intellectuelle sur les sujets d'IA qui sont hyper intéressants. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de ce soir. Là, hop, je jette juste un pavé dans la mare sur le sujet. Donc, on est face à un véritable, ce que j'appelle un véritable combat de titan contractuel. D'un côté, les incertitudes de l'IA, sur les data, sur les modèles, sur la validation. De l'autre côté, des engagements de résultats. En fait, le périmètre, les délais, le coût. Combien ça va me coûter et quand est-ce que j'aurai mon modèle d'IA qui permettra de me faire ça ? C'est-à-dire que je ne sais pas. Ça va dépendre de vos datas, ça va dépendre s'il y a des modèles qui existent. Bref, hyper compliqué. L'incertitude de l'IA, en plus, a tendance à rebattre les cartes du cycle d'investissement. Alors, je le schématise, hyper classique. On a un besoin, on fait l'estimation de la mise en œuvre du besoin, on valide le ROI par rapport à l'investissement qui va être nécessaire, et puis on fait la mise en œuvre, on recette, tout marche bien, tout le monde est content, et après on mesure les ROI. Là, ce n'est pas tout à fait pareil, puisque la problématique de l'estimation va être complexifiée par la problématique de la faisabilité toute bête. Et là, on rentre dans ce que j'appelle le triangle des Bermudes des projets d'IA. C'est-à-dire qu'on a toujours en haut être certain du ROI pour avoir des budgets, sinon on n'a pas de budget d'implémentation. On a toujours être certain de la faisabilité pour avoir le ROI, ça en général ça va, sauf que dans le cadre de l'IA, il faut avoir du budget pour être certain de la faisabilité. Du coup, c'est un peu un dialogue de sourds qui se met en route.
Et puis ça tourne. Il dit, bah oui, mais moi, je veux que vous me prouviez qu'il y a un ROI. Bah oui, mais il faudrait savoir que c'est faisable. Enfin, il faudrait être certain que c'est faisable. Bah alors dites-moi si c'est faisable. Bah oui, mais pour ça, il me faut un budget. Ah, et moi, je vous donne du budget que quand je saurai qu'il y a un ROI. Bah oui, mais moi, je ne peux pas faire. Voilà. Et là, on est souvent ça. Et il y a certains projets, qui disparaissent, purement et simplement, dans le triangle des Bermudes de l'investissement. Parce que parce qu'en fait, c'est ça, c'est quoi? Est-ce que le côté client, on se lance dans une dépense, ou du côté prestataire, on se lance dans un engagement, en croisant les doigts, en espérant aboutir à un résultat? Parce que ça ressemble quand même pas mal à ça. Alors du coup, il y a quand même 2-3 petits trucs qui sont faisables, avec justement... On en vient, entre guillemets, enfin, au sujet d'agilité. Et encore, enfin, des sujets qui sont issus de l'agilité. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Maintenant qu'on a mis tous les problèmes sur la table, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, première chose, c'est en amont du projet. Et ça, c'est des trucs qu'on fait aussi quand on est dans une démarche d'agilité. On fait des choses en amont. Premier truc, c'est on sensibilise le métier en amont. Et ça, c'est un truc, moi aussi, qu'on a beaucoup fait. C'est maintenant, ça va beaucoup mieux, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de monde qui fait de l'agilité. Mais ça a été pendant très longtemps. Il fallait aller expliquer au métier, expliquer à l'IT comment ça allait se passer. Parce que c'était un peu nouveau. Ça allait être un petit peu différent qu'avant, un peu différent d'avant, etc. Là, c'est pareil. Les métiers, ou même souvent l'IT, n'a pas idée de tout ce que je vous ai dit avant, ou vaguement idée, et puis on se dit oui, l'IA, je sais, il y a de l'entraînement, oui, ok, il y a un peu d'incertitude, mais après quand on regarde les projets, il y a des étapes, il y a des choses qui sont un petit peu spéciales, et on passe beaucoup de temps sur des choses qui peuvent paraître pas forcément utiles, ou pourquoi on fait ça maintenant. Donc sensibiliser, évidemment en amont, c'est hyper important. Après, je vais revenir sur affiner les challenges, affiner et challenger les besoins. Ça, c'est pareil, c'est une première étape qu'on retrouve sur une approche assez agile. Puis après, vous avez les deux problématiques qui sont très liées à ce que j'ai dit avant. Se mettre en conditions réelles, parce que c'est vraiment super important. Et puis, avoir les datas, encore une fois, les datas, mais avoir les datas très en amont du projet. Si on fait un petit focus sur le sujet en amont de ce qu'on peut faire, et qui est... moi, j'ai toujours fait du service. Ça fait trop longtemps que je travaille. Je dis plus les années, parce qu'après, ça fait peur. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours travaillé en mode sous-traitant, quelque part. On reçoit un cahier des charges, on regarde la faisabilité. En général, ce n'est pas un problème de faisabilité, c'est un problème de compétences. Est-ce qu'on a les compétences pour le faire en interne? Est-ce qu'il faut aller chercher en externe, etc. On organise le travail, on fait un chiffrage, etc. Puis on fait la delivery, et puis voilà. On se pose jamais. Bon, en tout cas, moi, je me posais jamais la question, et j'aurais jamais osé dire au client, mais ça va servir à quoi votre truc exactement? Enfin, pourquoi vous le faites? Non, on est dans une position, on demande un truc, on le fait, point. Toutes les incertitudes qu'on avait avant nous imposent, quand on fait de l'IA, à avoir tendance à avoir ces questions-là. Pourquoi vous voulez faire? Qu'est-ce que c'est exactement? Et de commencer à faire des réductions de périmètre. Et quelque part, c'est un peu aussi quelque chose qu'on a tendance à faire, ça c'est vous qui devez me dire, en agilité. En tout cas, réduire les périmètres en périmètre plus fin, plus cadré, plus cadrable. Typiquement, je veux faire de la maintenance prédictive sur mes machines dans mon usine. Ça, c'est pas possible à adresser. Il faut arriver à, je voudrais prédire tel type de panne, telle famille de panne, ou telle panne exactement, sur telle typologie de machine, à tel endroit de ma chaîne. Ça, c'est adressable. Donc, je veux faire de la maintenance prédictive au global, devient un grand nombre de sous-cas qui peuvent être adressés par, un objectif. Ça devient un objectif. Et déjà, faire ce travail-là, c'est assez prenant. Et puis, pour chaque cas, il y a le sujet, puisqu'on est en incertitude, ça c'est très nouveau, de la mesure de ce que j'appelle le point d'inflexion du ROI, ou alors le seuil du « ça vaut plus le coup ». C'est à partir de quand il faut que l'IA et les résultats de l'IA soient... à partir de quand ça vaut plus le coup, parce que l'IA, de toute façon, elle n'est plus rentable. C'est-à-dire que si une IA
ne sait pas reconnaître à plus de 90% le cas de machin, alors je ne pourrai pas faire ceci, et donc mon ROI ne sera pas là. Voilà, c'est un peu ça. Et donc à chaque périmètre unitaire, on va refaire un cycle de mesure d'inflexion du ROI. Et puis, bon, ça c'est très technique, mais on hybride souvent les solutions. Il y a quand même un peu, bon ça se calme un peu, mais il y a eu une mode. Là, je vais faire des projets d'IA, je vais faire des projets d'IA. Je vais faire de l'IA, c'est important. Si je ne fais pas d'IA, je suis mort. Non, l'IA n'est pas une solution à tout, d'une part déjà. Et deux, le premier truc qu'on fait quand on veut faire un projet d'IA, c'est de tout faire pour ne pas en faire. Et donc de vérifier si on ne peut pas avoir une approche classique, informatique avec des règles de gestion. Parce que si on y arrive, c'est surtout pas la peine de s'engager dans les incertitudes, dans les problématiques de l'IA. Par contre, si ce n'est pas le cas, ok, l'IA a des promesses qui sont intéressantes. Et surtout, quelque chose de très nouveau aussi, qui n'a jamais existé avant en informatique, c'est on va construire un système qui va se tromper. Il n'y a pas d'issue. Ça n'est pas possible de faire autrement. Donc, il faut dans les specs qu'on évalue ce qui va se passer quand l'IA va se tromper. Voilà. Elle a détecté une chaise longue, ça n'était pas une chaise longue. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas détecté une chaise longue, c'était une chaise longue. Qu'est-ce qui se passe? Alors la chaise longue, encore une fois, l'exemple est un peu débile, mais elle a détecté une maladie rare, il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, ou alors, elle a détecté un défaut sur une pièce, il n'y en avait pas. La pièce est retirée alors qu'elle n'y avait pas, etc. Bon, bref. L'évaluation de l'impact lorsque l'IA se trompera est effectivement intimement liée au point d'inflexion du ROI. Mais c'est super important à faire en amont parce qu'en général, quand on reçoit un use case ou voire un cahier des charges un peu formalisé, il n'y a jamais ça. Et ça, c'est hyper important par rapport à ce qu'on va pouvoir proposer à la suite en termes de démarche. La démarche, c'est au moment du projet. Et qu'est-ce qu'on peut faire au moment du projet? Et c'est là où on va se retrouver. Et bien, c'est le saucissonner. Il faut saucissonner le projet. Et c'est là, je pense, que vous vous retrouvez, pas tellement parce que vous avez mangé du saucisson, mais parce que c'est quelque chose de hyper classique et hyper basique. Quand on fait justement une approche avec une démarche agile, c'est quand même une étape hyper clé de s'amuser à saucissonner le projet le plus possible pour voir ces petites étapes unitaires, les user stories, les épiques, les sprints, etc., etc. Et donc là, on a le besoin qu'on va découper en objectifs. Ces objectifs, ils vont avoir tout un tas d'incertitudes qu'il va falloir lever, qu'on met, nous, en mode axe d'étude, on appelle ça axe d'étude, voilà. Et on va séquentialiser les axes d'étude pour lever les incertitudes et arriver au bout, non seulement à valider la faisabilité, parce que le sujet c'est de valider la faisabilité, mais aussi c'est de savoir qu'est-ce qu'il va falloir implémenter, et donc de déjà commencer à l'implémenter. Chaque axe d'étude aura ses stratégies algorithmiques, c'est-à-dire je vais plutôt utiliser tel type de modèle avec tel type de machin, j'aurai un entraînement de tel type, mais en même temps, pour cet axe d'étude-là, on pourrait aussi obtenir un résultat intéressant avec tel type d'algorithme, puisque vu qu'on a des datas comme ça, et on pourrait mixer les datas, blablabla. Et chemin faisant, en fait, on arrive parfois à des sous-axes d'études ou des sous-stratégies qui sont issues du résultat et qu'on ne pouvait pas prévoir avant. Donc le projet, il est vivant et il se nourrit des résultats de ce qu'on a vu avant. C'est pas tellement, dans un projet comme ça, dans un projet d'IA, on n'a pas tellement à gérer des changements de périmètre fonctionnel par rapport à une meilleure adéquation par rapport aux besoins, ce qui est un peu la promesse aussi des projets agiles. Là, c'est plutôt le résultat de cette stratégie algorithmique nous a montré qu'il pourrait être intéressant d'utiliser un autre moyen qui nous permettrait d'obtenir l'objectif qu'on a au départ. Alors que si on n'y va pas, on risque de pas le trouver. Et tout ça, comment gérer? Par des cycles en fait, de timeboxing ou des unités d'œuvre. J'entends par timeboxing l'approche qui dit on va passer tant de temps avec tant de personnes et quoi qu'il arrive, au bout de ce temps-là, on s'arrête. Quel que soit le résultat obtenu. Et on fait un bilan en disant on y est arrivé, on n'y est pas arrivé. Est-ce
on a idée d'y arriver, ou est-ce qu'on n'y arrivera pas, et on prend des décisions au fur et à mesure par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ. Du coup, pour vous donner un peu un exemple concret, comment ça se passe, qui peut vous parler. Donc, analyser des comptes rendus de conseillers clientèle, écrits par les conseillers de clientèle, sans aucune règle. Donc, c'est du champ libre, du texte libre. Et du coup, c'est un petit peu le bazar, la plupart du temps. Et donc, identifier automatiquement des thèmes au niveau des échanges avec les clients et sortir les entités clés pour pouvoir faire de la classification automatique et pour ranger tout ça automatiquement dans les CRM, dans les actions, derrière commerciales, etc., etc. Donc ça, c'est un objectif. Et on peut le découper avec des actes d'études. Premier axe, c'est classification des thèmes par une analyse supervisée. Des IA qui savent faire des analyses supervisées de langage naturel. Alors, il y a des stratégies, parce qu'il y a plein de moyens de le faire, ce truc-là. On va utiliser des approches de thématisation classiques, comme le laser, TF-IDF. Ça, c'est des modèles assez classiques de l'analyse de langage. On va avoir une stratégie qui va être liée à des transformers français. On peut utiliser des langues pivots. On va utiliser des transformers qui sont sur des autres langues pour voir un peu l'efficacité et bencher et trouver la meilleure performance par rapport à ça. Puis une autre stratégie algorithmique serait de voir l'impact de l'embedding. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, peu importe. C'est une stratégie de vectorisation du texte dès le début et qui va donner des résultats très différents potentiellement. Et au départ, on ne sait pas et on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va correspondre le mieux, parce que après, des stratégies, il peut rien avoir des dizaines. La valeur ajoutée d'un intégrateur, c'est déjà de donner et de proposer les bonnes et de les partager avec le client pour qu'il se retrouve dans ce qui va être fait. Et puis, ces axes d'études, il y en a plein d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire de la classification de thèmes par supervisé, on peut faire des thèmes non supervisés, on peut faire de la mise en place de la grammaire très, très classique, c'est-à-dire de la règle de gestion grammaticale. Donc là, en hybride, on utilise de l'IA, et puis la grammaire, ce n'est pas de l'IA, c'est vraiment des dictionnaires, c'est des règles de gestion. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle le NER, c'est du Name Entity Recognition, par du transfer learning, etc., etc. Donc finalement, bon an, mal an, on se retrouve avec un projet qui ressemble à peu près à ça. Des axes d'études à l'intérieur desquels il y a des stratégies algorithmiques, et puis on les enchaîne, et puis ça ressemble quand même vachement à un truc avec des sprints, product backlog, on a des cérémoniaux, on ajuste les développements aux besoins du projet, etc., etc. Donc finalement, le saucissonnage se rapproche extrêmement de tout ce qu'on fait, et on a récupéré finalement, nous, cette approche de découpage hyper fin. C'est pas des user stories, mais on pourrait imaginer que c'est des user stories techniques, si on veut bien. On fait des sortes d'épiques, ou enfin, on fait des sprints sur les user stories. On fait des sortes d'épiques qui seraient genre les axes d'études. En tout cas, ça se rapproche énormément, mais avec une différence énorme. C'est que comme on ne sait pas où on va, toute l'approche est construite pour être arrêtée au plus vite, si besoin. C'est-à-dire pour mitiger le risque d'investissement. Et tout est fait pour ça. On projette tout ce qu'on pourrait faire, on l'organise avec ces espèces de sprints, et on décide à chaque fin de sprint, si on continue ou si on arrête le projet. C'est là la grosse différence, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment si on va arriver au bout. Voilà. Ça fait quand même une grosse différence. L'agilité, par contre, la vraie, elle est hyper pas loin. Évidemment, elle est très très proche, puisque comme on sait que dès qu'on a quelque chose, je vous remets le schéma là, il y a la data, il y a la plateforme, il y a le développement. Évidemment, dès qu'on a quelque chose de correct, paf, on passe sur de l'industrialisation en mode agile, et puis il y a tout le développement applicatif autour, parce que finalement, il faut bien voir que ça, on est en train juste de développer le petit rond rouge qui va rentrer dans un développement applicatif qui, lui, peut être totalement géré en mode agile, évidemment. Et c'est toute la clé, en fait, de l'ajustement de cette approche d'incertitude pour que ça puisse s'insérer dans des sprints de développement classique en disant, si on n'arrive pas à avoir l'API avec le modèle entraîné derrière qui nous permettra d'avoir les résultats, qu'est-ce qu'on fait au niveau applicatif? Est-ce que ça tue l'appli ou est-ce qu'il va falloir qu'on fasse autrement avec l'appli? Et donc, parfois, c'est pas parfois, c'est les résultats des axes d'études influencent le développement des sprints applicatifs suivants, futurs. Voilà. Et ça ouvre à
pour finir et pour conclure, peut-être, nous on aime bien ce genre de truc, des nouvelles manières contractuelles, des voies contractuelles. Périmètre, délai, prix, ouais, ok, mais avec l'incertitude de l'IA, et bien là, je vous ai présenté ce qu'on appelle, nous, le fast fail. L'idée, c'est d'avoir quelque chose, une approche dérivée des concepts agiles qui permet d'arrêter hyper vite si jamais on sent que ça n'ira pas, et donc de mitiger encore une fois le budget, et donc de se dire, ok, on ne va pas faire tout le projet, on va découper tout en petites unités, et comme ça, vous allez mettre de l'argent que si ça vaut le coup de continuer, et de ne pas provisionner des trucs en mettant un gros tunnel ou alors un ensemble de sprints, et puis à la fin en disant, au bout de 6 mois, ouais, mais en fait, on n'y arrivera pas. Parce que là, je vous parle d'itérations qui sont à la semaine. Hein. En fait, on reçoit les datas, on échantillonne, on entraîne, on fait un deuxième cycle d'entraînement, et à la fin, on fait un micro-bilan. La semaine, elle est passée, c'est fini, on fait go-no-go pour la suite. Alors évidemment, du coup, la valeur, c'est que pour pouvoir faire des itérations à la semaine, c'est qu'on maîtrise parfaitement tous les sujets techniques de l'IA, évidemment. C'est le principe. Participation à la réussite. Oui, alors ça c'est pas nouveau. Mais là, évidemment, comme on a une grosse incertitude, on se dit, le mode best effort, oui, c'est bien, mais si en plus on y arrive, on pourrait imaginer avoir des voies contractuelles comme ça. On fait beaucoup de projets, nous, en co-innovation. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est qu'on dit clairement au client, ça s'est jamais fait. On a la conviction que c'est faisable parce qu'on maîtrise les briques sous-jacentes aux axes d'études. On vous présente le découpage. Et si on arrive à faire quelque chose d'intéressant, et si on y arrive, alors ça nous intéresse vraiment de garder la propriété intellectuelle parce que ça nous permettra d'être meilleurs à proposer à d'autres clients. Et donc, en fait, on partage l'investissement. On partage l'investissement, on partage la propriété intellectuelle. Vous partez avec une licence perpétuelle d'usage. Nous, on garde la propriété intellectuelle. Voilà, ça peut être win-win. Et l'idée, alors là, c'est la coopérative de projet, ça c'est mon rêve. C'est le Kickstarter du projet. C'est-à-dire de dire, on a des sujets qui peuvent être communs. C'est compliqué de mettre de l'argent sur une grosse incertitude, de mettre un gros chèque, ça dépend de combien, enfin de combien on a dans la banque. Hein. Mais il faut mettre 50 000 euros par exemple, puis 50 000 euros, je ne les ai pas, ou 100 000, bref. Et qu'on se dit, on a le même problème entre différents clients sur un sujet, et que si jamais chacun met un peu en mode Kickstarter, un peu d'argent sur la table, si on atteint la somme nécessaire à lancer l'expérimentation, alors on la lance. Ça c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais j'aimerais vraiment bien pouvoir un jour faire du Kickstarter de projet avec de l'IA ou sans IA, parce que je pense que c'est assez sympa. Puis on peut imaginer d'autres ouvertures contractuelles. Bref, en tout cas, en conclusion, le sujet était bien d'essayer de vous montrer les problématiques que intrinsèquement, et on ne peut pas faire autrement, l'usage de l'IA va nous imposer, et de pouvoir réutiliser des grands concepts de l'agilité pour régler le problème, et donc avoir cet hyper découpage de projet pour pouvoir l'arrêter dès qu'on peut, le fast fail. Merci beaucoup pour votre attention. Je pense qu'on a eu un temps. Je vais peut-être dépasser de 5 minutes quand même. N'hésitez pas si vous avez des questions. Du coup, je serai à côté. Et puis, passez sur le stand. Venez scanner. On plante des arbres. C'est sympa. Et donc, je suis à votre disposition si vous voulez poser des questions. Puisque là, on va avoir, le cocktail. Donc, autant qu'on en profite pour discuter si vous voulez discuter. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.